Donc, bonjour à tous. Merci donc au premier participant qui est avec nous. Et nous avons reçu des emails de certains participants qui prévoient se connecter un petit peu après. Merci également à Madame Yola d'avoir accepté d'être intervenante sur ce webinaire qui s'inscrit donc dans un cycle de webinaires prévu pour cette année 2022 dans le cadre des activités de Horizon International. Merci à Xena Mombo, notre chargée de mission environnement et RSE, qui va être donc la modératrice de ce webinaire. Je suis le docteur Viviane Okuma Chichele et donc je suis la directrice générale de Horizon International. Sans plus tarder, donc je pense qu'on va pouvoir commencer pour permettre justement à Madame Yola d'étaler ce qu'elle a prévu, en sachant que le webinaire est enregistré et que donc il va pouvoir être mis à la disposition des participants qui n'auront pas pu se libérer malgré leur inscription. Voilà, Xena Mombo, elle est chargée de mission environnement et RSE au sein de Horizon International depuis à peu près un mois, d'abord en stagiaire et maintenant intégrée à l'entreprise. Donc, voilà, elle a pour spécialité voilà, elle est environnementaliste, on va dire, globalement. Je vous prie donc de maintenir vos micros fermés durant le webinaire et éventuellement, idéalement, on va dire la caméra pour permettre justement d'optimiser la fluidité du réseau selon l'endroit où l'on se trouve. Et évidemment, pour l'intervenante qui est donc Madame Yola, il est possible de garder la caméra ouverte. Voilà. Donc, Xena, je te passe la parole. Voilà. Bon webinaire à tous. Merci, Madame Viviane. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants. Et merci à Horizon International pour ce cycle de webinaire très riche en partage de connaissances. J'aimerais commencer par faire un petit rappel sur le cycle webinaire précédent. Alors, lors du premier cycle du webinaire, nous avons parlé en long et en large de cette question centrale de la norme ISO 26000, qui est une norme de référence pour la mise en place d'une démarche RSE. Donc, nous avons parlé notamment de la gouvernance de l'organisation, des droits de l'homme, des relations et les conditions de travail, l'environnement, les bonnes pratiques dans les affaires, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et le développement local. Et donc, pour ce deuxième cycle de webinaire, de prime abord, nous aborderons le thème sur la méthode DISC, qui est une analyse comportementale, comme outil de gestion des ressources humaines dans le cadre d'une démarche RSE. La RSE ici, comme nous le savons tous, désigne la prise en compte par les entreprises des enjeux du développement durable, que ce soit au niveau social, tant économique et environnemental. Cette dernière va leur permettre à l'entreprise d'être plus performante et de répondre aux attentes de toutes ces parties prenantes. En parlant des parties prenantes, ici nous voyons les salariés, les clients, les fournisseurs et les différents partenaires d'une entreprise. Et de ce fait, la mise en œuvre de cette démarche passe nécessairement par la prise en compte des parties prenantes dans une entreprise. Dès lors, plusieurs outils sont mis à disposition pour prendre en compte les attentes de chaque collaborateur. Et donc, parmi ces outils, nous avons la méthode DISC. En effet, la RSE doit être une démarche commune, comprise, partagée et acceptée de tous, afin d'imprégner les valeurs et la culture d'une entreprise. Alors, la méthode DISC ici permet de mieux connaître la personne que nous avons en face de nous pour pouvoir adapter sa communication, que ce soit de façon verbale et physique, en fonction de son comportement,
Cet outil va nous permettre également de tenir compte de son avis sur les prises de décision et ainsi contribuer en même temps à la mise en place d'une démarche RSE au travers de la question centrale numéro 3 de la norme ISO 26000. Tous ces aspects seront justement développés par l'intervenante de ce webinaire, qui est Madame Laetitia François Yola, experte praticienne de la méthode DISC. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'après plusieurs expériences en qualité de chargée de recouvrement et de clientèle à la SCAB et chargée d'études puis secrétaire générale adjointe chez Eni Congo, Madame Yola a occupé d'autres postes à responsabilité au sein de différentes structures du Congo. Elle s'est spécialisée dans l'animation ainsi que l'administration de projets, d'organisations et d'événements dans le cadre de projets divers à vocation communautaire et collaborative, mais aussi dans la promotion de projets dans l'agro-business. Elle est fondatrice et gérante de MSI d'Amétis, qui est une entreprise spécialisée en assistance au conseil et au management par l'accompagnement, notamment des équipes avec l'analyse comportementale DISC comme outil principal. Une fois de plus, merci à tous les participants. Je suis donc Zena Mombo. Je modérerai ce webinaire. N'hésitez donc pas à poser vos questions le moment venu pendant les échanges sur le chat. Madame Laetitia, je vous passe la parole. Bien. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, excusez-moi. Oui, Laetitia. Il y avait une vidéo qui prenait. Alors, c'est bon, tout le monde m'entend correctement, Zena? Oui, oui, on vous entend, madame. D'accord, ok. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme précisé, je suis Laetitia François Yola. Alors, juste, peux-tu me donner la main pour que je puisse partager, s'il te plaît, Xena, l'écran? Je m'en occupe. D'accord, merci. Donc, je suis Laetitia François Yola et je me suis spécialisée depuis 2 ou 3 ans sur l'analyse comportementale DISC et force motrice parce que dans toutes mes missions, finalement, quelles qu'elles soient, le cœur de la problématique, c'était de comprendre comment mieux interagir, comment mieux travailler avec les uns et les autres face à différentes problématiques auxquelles, bien sûr, on était soumis. Donc, je vous ai prévu à ce titre, voilà, c'est pas forcément ça, voilà, donc je vais en diaporama. Donc, nous allons voir la méthode DISC comme outil d'appui à la gestion des ressources humaines pour le déploiement de la RSE. Pour cette intervention, donc j'ai prévu à peu près 3 parties, donc une petite introduction. On va revoir quelques éléments sur la RSE, bien sûr pas en détail, mais l'objectif c'est de pouvoir voir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à cette question, où est-ce que vos équipes, par exemple, se situent sur cette question. On va réaborder la question GRH et pour finalement arriver sur la méthode DISC et vous expliquer pourquoi est-ce que la méthode DISC peut être un apport sur la RSE et la GRH. Il y aura bien entendu un temps de questions-réponses. Au cours de ces parties, il y aura des questions qui seront amenées, vous pourrez soit y répondre dans le chat, soit là par contre c'est peut-être Viviane ou Zena qui diront si ce sera transmis par mail pour que vous puissiez y répondre. Mais l'objectif, c'est de voilà, susciter la réflexion pour savoir où est-ce que vous en êtes sur ces questions. Alors, la RSE, on va partir de la tendance RH 2018 selon Deloitte, qui nous dit que 70% des entreprises sont conscientes qu'elles doivent devenir finalement plus sociétales, mais seulement 30% des organisations ont mis en œuvre de réelles actions. Selon un baromètre RSE Ecodev, des enjeux et des hommes, donc, occurrence en décembre 2017,
48% donc, des managers considéraient qu'il manquait d'informations sur les personnes chargées de la RSE, contre 60% chez les non-managers. Toujours selon ce même baromètre, 15% considéraient que l'implication était trop faible dans la stratégie de RSE, mais les employés exprimaient un réel besoin, un réel intérêt à pouvoir participer, à pouvoir s'engager dans la RSE. Donc, c'est autour de 60%, et 33% estiment qu'ils ont besoin d'être formés. Il faut savoir que la RSE, tout comme toute question qui en découle, c'est une histoire de perception. Et 73% des salariés perçoivent la RSE comme un moyen d'améliorer la performance de l'entreprise, Xena l'a dit. 64% considèrent qu'il y a une amélioration sur la qualité des relations dans le travail. 70% considèrent que par contre, ça va améliorer leur loyauté, leur fidélité vis-à-vis finalement de l'employeur qui va déployer une démarche RSE. Et 75% estiment qu'il faut s'engager dans une démarche RSE. Et 85% considèrent qu'il faut décloisonner la RSE en l'intégrant finalement dans une stratégie plus globale. Alors, volontairement, je veux vous poser la question, et je veux vraiment amener chacun de vous à vous poser la question pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de vous. Quel est le niveau d'engagement, quel est votre niveau d'engagement dans la RSE? Quel est le niveau d'engagement de vos collègues et de votre direction en matière de RSE? Ça, c'est la première question. Et cette différence d'engagement va vous montrer qu'en fait, chacun a ses attentes, chacun a ses besoins, et que vis-à-vis de la RSE, si chacun n'arrive pas à se retrouver, si chacun n'arrive pas à trouver son intérêt ou ce qui va lui permettre vraiment d'être efficace, alors dans ces cas-là, vous aurez des gens qui seront plus en retrait. Voilà. Autre question, quelles sont vos attentes et quels sont vos besoins pour vous impliquer davantage dans une démarche RSE? Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins pour vous impliquer davantage dans une démarche RSE? Vous avez forcément une raison pour laquelle vous voulez vous impliquer dans une démarche RSE. Il y a forcément quelque chose au départ. Et quels reproches pouvez-vous faire sur l'implication RSE? Donc, ça peut être au niveau de votre entreprise, au niveau de votre service, au niveau des personnes qui sont autour de vous. Vous pourriez considérer qu'autour de vous, il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent. Et qu'est-ce qui ferait que finalement la RSE deviendrait plus intéressante ou mobiliserait plus de monde? Voilà un petit peu les questions. Encore une fois, c'est des questions qui sont censées susciter votre réflexion. J'aimerais juste savoir, est-ce que par rapport aux chiffres qu'on a vus, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez ces éléments? Vous pouvez inscrire ça dans le chat. Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'investissent? Est-ce que vous pensez que dans votre environnement, il y a besoin d'aller un peu plus vite? D'aller plus loin surtout? Donc, ce n'est pas forcément une interrogation, mais c'est plus pour susciter. N'hésitez pas, hein, l'objectif, c'est aussi de voir où est-ce que vous en êtes, à quel niveau vous pouvez vous situer, à quel niveau les personnes autour de vous se situent. Parce qu'il y a une problématique importante, c'est que si vous êtes le seul à vous intéresser à la question et qu'autour de vous, personne ne s'y intéresse, il est fort probable qu'à un moment donné, il y ait naissent des frustrations ou autre chose. Et donc, se poser la question, c'est aussi se demander qu'est-ce que je peux faire pour susciter plus d'intérêt. Bien. Je pense qu'on peut passer et puis vous répondrez au fil de l'eau. Il n'y a pas de souci à mon niveau. Alors, si l'on revient, donc ça, on était sur la RSE où où finalement, on a des personnes qui veulent être plus impliquées, notamment des salariés. Sur la gestion des ressources humaines. Alors, la définition, simplement, on va faire simple, c'est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une organisation.
c'est l'ensemble des pratiques. Et cela sous-entend finalement que tout le monde n'est pas habitué à ces pratiques. Tout le monde n'est pas habitué à administrer, à mobiliser ou à développer. Nous avons chacun dans nos corps des talents, des compétences, des habilités, et c'est ce qui fait qu'on va facilement nous confier des responsabilités. Et c'est comme ça qu'on va gérer finalement les ressources humaines. Et impliquer dans l'activité d'une organisation, finalement, à partir du moment où vous avez toutes ces compétences, ou vous avez une compétence en particulier que l'entreprise veut mettre en œuvre, alors vous rentrez dans l'organisation qui est mise en place. Ce qu'on peut voir au niveau de la gestion des ressources humaines depuis un certain temps, c'est le changement de l'organisation du travail, avec des attentes des travailleurs qui ont évolué, parce qu'aujourd'hui, on cherche véritablement à mieux équilibrer la vie privée et la vie professionnelle, une prise de conscience et une volonté à plus de flexibilité, avec l'apparition, bien sûr, du télétravail. Vis-à-vis des travailleurs, les travailleurs attendent plus d'autonomie et que l'employeur leur fasse confiance. Ça, c'est le premier point. Il y a un changement d'organisation. Ensuite, il y a un changement, l'environnement de travail est réinventé. Pareil. L'espace de travail, pour certains en tout cas, sont devenus plus modulables pour s'adapter aux emplois du temps des collaborateurs, donc ce qu'on va appeler la flexi-office. On va avoir un système de management plus participatif, avec plus d'humains tournés vers leur épanouissement finalement, ce qui va renforcer leur engagement. Donc, deux choses, on change l'organisation du travail, on fait évoluer l'environnement de travail. Donc, en termes de gestion des ressources humaines, ça fait déjà deux changements majeurs. Ensuite, troisième enjeu, l'engagement collaborateur avant tout. On se dit qu'il est temps de remettre l'humain comme étant le seul centre d'une organisation. Très bien. Et d'ailleurs, à ce titre, Gallup 2017 disait que des collaborateurs impliqués dans leur travail et leur organisation permettent une hausse de productivité d'à peu près 17%. Et pour eux, les critères importants pour s'engager, c'était qu'il y ait une bonne communication, un bien-être, une confiance, une autonomie et une flexibilité. Ensuite, quatrième élément, on est conscient maintenant, en termes de gestion des ressources humaines, que la technologie doit être utilisée à bon escient. Le constat, c'est que, effectivement, on a une digitalisation des réunions, une multiplication des activités en ligne. Bien sûr, il y a les aspects positifs et négatifs. Avec d'un côté, ça devient important pour l'organisation et le maintien du lien, d'avoir ces réunions en ligne, puisque avec Covid, on était plus éloignés. Cependant, ça peut créer une forme d'épuisement chez certains collaborateurs parce que trop finalement d'écrans ou trop de réunions à distance peut ne pas correspondre à l'attente ou aux besoins du collaborateur. Donc si on récapitule, nous avons 4 changements majeurs. Alors il y en a d'autres, bien entendu, je n'ai pris que les grandes lignes. 4 changements majeurs. Un changement, donc, comme on a dit, au niveau de l'organisation du travail, un changement au niveau de l'environnement, un changement au niveau de où est-ce qu'on positionne la personne et un changement aussi en termes de technologie. On l'utilise beaucoup plus, mais on est conscient qu'il faut aussi l'utiliser à bon escient. Et ça, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Les constats par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a quand même une augmentation du turnover, une multiplication du burn-out, et on a également finalement une pression pour que les progrès se fassent en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. D'ailleurs, à ce niveau, Monsieur Gardner disait qu'il y avait 5 priorités en ressources humaines: développer les compétences critiques, donc avec identifier les lacunes, les besoins, mettre en avant les talents et compétences, et quelque part, la crise du Covid nous a montré qu'il fallait qu'on développe d'autres compétences pour pouvoir être toujours opérationnel sur le marché. Ensuite, il y a la partie conduire le changement avec les évolutions de poste, de carrière, d'organisation, justement, on en a parlé. Et enfin, on a accompagné les managers, parce que justement, le poste de manager d'hier n'est plus le même. Parce que les choses ont évolué, parce que les choses ne sont plus celles qu'elles étaient il y a 10 ou 15, 20 ans, le manager doit pouvoir s'adapter, pouvoir répondre aux nouvelles exigences, travail à distance, faire confiance un peu plus à son personnel, pouvoir déléguer en tout temps,
Voilà. Identifier les tendances également du futur travail. Ça, c'est aussi une des priorités en ressources humaines, et soutenir l'équité et la diversité et l'inclusion. La question pour vous, si vous deviez voir en gestion des ressources humaines, quelle est la priorité numéro 1? Est-ce que pour vous, à votre niveau, est-ce que c'est développer les compétences critiques? Est-ce que c'est plutôt conduire ou amener au changement? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné en tant que manager? Est-ce que c'est d'identifier les tendances du futur travail dans lequel vous évoluez? Ou bien soutenir l'équité, la diversité et l'inclusion? Voilà un petit peu. Ça, ce sont des questions. C'est la question priorité, votre priorité numéro 1, bien entendu. Alors, Laurent Bossidi pouvait dire « Je suis convaincu que rien de ce que nous faisons n'est plus important que d'embaucher et de développer des personnes. En fin de compte, vous pariez sur les gens, pas sur les stratégies. Et effectivement, vous pouvez multiplier les stratégies de développement, mais si votre personnel n'est pas engagé ou ne se sent pas engagé dans ce qu'il est en train de faire, alors il est fort probable que votre stratégie tombe à l'eau. » Et monsieur Richard Branson pouvait rajouter « Former des gens assez bien pour qu'ils puissent partir, traitez-les assez pour qu'ils ne le veuillent pas. » Sous-entendu, on doit les former, les challenger pour qu'à un moment donné ou à un autre, ils soient disposés à pouvoir voler de leurs propres ailes, mais c'est la manière dont vous allez les traiter, ou c'est la manière dont on vous traite qui déterminera si oui ou non vous allez rester dans l'organisation dans laquelle vous êtes. Et c'est de la même manière, traiter renvoie aussi à écouter les attentes et les besoins de chacun. Et écouter les attentes et les besoins de chacun, c'est mettre en place une communication qui va être efficace et qui va permettre à chacun de se retrouver et de comprendre l'autre. Dans votre quotidien, comment qualifiez-vous la gestion des ressources humaines dans votre environnement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est passable? Ou est-ce que c'est à améliorer? Quels sont les changements notables, en positif ou en négatif, que vous avez notés et qui vous influencent dans votre performance? Ensuite, troisième question, bien entendu, quelle est la difficulté que vous rencontrez? Est-ce que c'est plutôt administrer? Est-ce que c'est plutôt mobiliser? Ou est-ce que c'est plutôt développer? Et ces questions, vous pouvez aussi les élargir toujours pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous sont proches ou avec qui vous êtes en train de collaborer. Si vous savez qu'autour de vous, vous avez une personne qui sait administrer, en général, vous allez lui confier plus facilement les choses sur de l'administration, sur de la gestion. Par contre, quand vous savez que la personne est capable de mobiliser toute une équipe, c'est à elle que vous allez lui confier la responsabilité d'aller mobiliser l'équipe pour la réunion. Par contre, si vous savez qu'il y a une personne qui sait développer plus facilement des théories, un concept ou autre, vous allez lui confier. Et vous voyez que ces trois profils, ça peut être trois possibilités qu'on peut combiner. Une personne peut avoir, mais en général, on peut avoir une tendance plus forte et qui permet finalement dans son équipe de savoir qui administre le mieux, qui mobilise le mieux, qui développe et de répartir finalement une charge de travail ou bien de créer quelque chose de complémentaire. Voilà. La RSE a besoin des hommes pour vivre, ça c'est sûr, mais les hommes ont besoin d'être mieux compris pour s'impliquer, performer dans leur environnement de travail dans un nouveau challenge. Et la RSE peut représenter pour certains un challenge, parce que c'est quelque chose qui peut être soit nouveau, soit il y a beaucoup de choses à apprendre, ou bien ça se superpose avec d'autres choses qu'ils connaissent et ils ne savent pas trop comment l'imbriquer. Et voilà comment on arrive à la méthode DISC, parce que finalement, que ce soit la RSE ou la gestion des ressources humaines, ce sont déjà des notions particulières avec, et voilà, l'objectif n'est pas vraiment de donner la partie pratique, mais c'est plutôt de mettre en avant le fait que chacun de vous, vous avez votre façon de voir la gestion des ressources humaines, de la vivre, de la comprendre, et en face de vous, vous avez d'autres personnes qui ne la vivent pas de la même manière, qui ne la comprennent pas de la même manière. Et c'est en cela que la méthode DISC va vous permettre finalement de pouvoir parler avec des personnes selon leurs besoins, pas selon le vôtre. Parce que
nous avons tendance, en fait, dans notre communication, finalement, à communiquer comme on voudrait qu'on communique avec nous. Sauf que pour une communication efficace, il faut réussir à communiquer selon le besoin de la personne. Et c'est en cela qu'on va pouvoir aborder la partie méthode DISC. Alors, la méthode DISC, donc, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui a été créée par William Marston, notamment Carl Jung et bien sûr deux autres personnes, notamment sur la partie force motrice, mais juste le DISC, c'est Carl Jung et Monsieur Marston, qui ont eu à cœur de pouvoir faire en sorte d'améliorer la communication. Le DISC va vous permettre d'améliorer votre communication, va vous permettre de renforcer votre leadership et va vous permettre de développer votre management. Et on va voir 4 notions clés. On va voir dans un premier temps la perception, notre environnement, notre nature, notre environnement, et qu'est-ce que l'analyse comportementale, puisque la méthode DISC est une méthode au service de l'analyse comportementale. Notre perception, c'est ce qu'on appelle la réunion de sensations en image mentale, avec 3 niveaux de perception. La perception, ce qu'on appelle sensorielle, ce que vous allez retenir avec vos sens, votre ouïe, votre odorat, votre vue, votre toucher, le goût aussi, bien que certaines fois on ne puisse pas goûter, par exemple, une idée, mais on peut le voir. Étape perceptive intuitive, c'est-à-dire qu'on a dans le cerveau une intuition qui va naître à l'issue d'une situation. Et ensuite, l'étape cognitive, donc la pensée, ça va être l'interprétation immédiate et inconsciente des données que vous allez observer. Ces 3 étapes de perception, en fait, vont créer dans votre esprit une réaction, une attitude finalement qui va se traduire dans votre communication, qu'elle soit verbale d'ailleurs ou non verbale. Mais peu importe, quand vous allez recevoir un message, vous allez avoir dans votre esprit, alors à la fois au niveau des sens, l'intuition et la pensée, quelque chose qui va se passer et naturellement, vous allez réagir dans un sens comme dans un autre. Votre perception évolue, bien entendu, en fonction de vos expériences, en fonction de votre éducation, des événements heureux et malheureux, de votre humeur générale ou de votre état de santé. La perception que vous avez aujourd'hui, je prends un exemple, j'en sais rien moi, du sucre par exemple, n'est pas la même que celle que vous avez quand on a 5 ans. Quand on a 5 ans, le sucre en général, on le voit comme étant, ouais, c'est le côté fun, c'est le côté super. Quand on vieillit un peu plus et qu'on connaît les dégâts que peut faire le sucre, ou le tabac, hein, ça peut être la même chose pour le tabac, on change totalement notre façon de voir les choses et dans ces cas-là, on va évoluer et on va le reconditionner. Votre éducation aussi, vous avez eu une perception, vous avez reçu une certaine perception qui peut évoluer, hein, bien sûr, hein, mais en général, vous avez eu quelque chose et c'est vos expériences qui vont faire évoluer aussi votre perception éducative. Ce qui se faisait, par exemple, quand on est jeune, si les parents avaient l'habitude, par exemple, de taper un enfant, aujourd'hui, peut-être que pour vous, même si vous avez été tapé quand vous étiez enfant, mais ça ne veut pas dire que vous allez la réitérer. Vous n'allez pas réitérer cette perception. Vous allez changer de niveau. Événements heureux, malheureux, ben là, c'est pareil. Vous pouvez avoir eu à subir des chocs et qui vous ont fait évoluer votre perception. Votre humeur générale, on peut se lever un matin, on le sent, un matin on se lève, ça ne va pas, et on considère que la personne qu'on a en face de nous, voilà, on la regarde d'une certaine façon, et puis le lendemain, parce qu'on s'est levé avec une meilleure humeur, alors dans ces cas-là, on va changer on sera plus disposé à l'écouter, à être plus encline, etc. Notre état de santé aussi fait évoluer notre perception. Et ça, c'est important, d'où l'idée de pouvoir écouter à la fois notre intuition, à la fois notre pensée, à la fois ce que nos sens nous disent pour qu'on soit plus à même. Je vous prends un exemple très concret. Il y a eu une fois un coach finalement qui monte en avion, il était très fatigué, etc. Et il explique que à cet instant, il a voulu en fait se jeter sur la nourriture tout simplement, en se disant ça va compenser sa fatigue.
Et sur le moment, il a tout commandé, champagne, etc. Il était en première classe. Et à l'issue, donc au moment où on lui amène et qu'il va pour commencer à manger, il y a un moment donné, il a regardé, il dit, mais non, si je suis fatiguée, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que je mange, il faut que je dorme, il faut que je boive, donc j'ai pas besoin de tout ça. Il a renvoyé le plateau finalement à l'hôtesse, et il lui a dit, non, non, j'en ai pas besoin. Il est allé dormir, il a bu, et il s'est réveillé en meilleur état. Il était plus disposé pour voir les choses. C'est pour vous dire que à une époque, il se jetait, quand il était fatigué, il se jetait sur la nourriture, mais parce qu'il a fait évoluer sa perception et qu'il a été plus à l'écoute de ses sens, de son intuition, et qu'il a fait, et il a eu à finalement se référer à son expérience, il a su qu'à un moment donné, non, je ne peux pas continuer sur cette perception, je ne peux pas continuer à considérer que la nourriture va me faire que je vais me sentir mieux. Non. Et donc, il a pris du recul et il a revu sa position. C'est un petit exemple, mais on peut faire l'exercice à tous les niveaux. Notre nature. Alors, la nature, ça renvoie bien sûr au caractère naturel, à la constitution, à la qualité. Et on a plus ou moins deux natures. Le côté introverti et le côté extraverti. Introverti veut dire qu'il est plus centré sur l'intérieur de sa personne. Il est plus à l'écoute, finalement, de ses pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de lui. On peut dire aussi de l'introverti qu'il est réservé, renfermé. Il y en a qui vont aussi... Enfin voilà, je pense qu'au niveau des termes, vous pouvez trouver d'autres personnes. Il y en a qui traitent aussi l'introverti comme un autiste. C'est très fort, mais ça peut arriver, en tout cas. Mais voilà, c'est peut-être un des traits de caractère de l'autiste, c'est qu'il est très introverti. En opposition, nous avons ce qu'on appelle l'extraverti, donc celui qui, lui, a besoin d'aller vers l'extérieur, a besoin d'une stimulation extérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir être ce qu'il est et fonctionner. On va dire dans ces cas-là que l'extraverti est très ouvert, qu'il est bienveillant, qu'il est accueillant. Certains le considéreront par contre comme un clown ou comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, voilà. Mais on va le considérer aussi comme très communicatif. Alors, c'est deux possibilités, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on est à 100% introverti ni à 100% extraverti. On est finalement, quand on regarde, selon Carl Jung, il n'existe pas de pur introverti ou de pur extraverti. Un homme pareil serait condamné à passer sa vie à l'asile. Quand on regarde bien dans notre quotidien, vous n'êtes pas purement introverti, vous n'êtes pas purement extraverti. Il y a des moments où vous allez être introverti, il y a des moments où vous allez être extraverti. Il y a des moments où vous allez plutôt être renfermé sur vous, il y a des moments où vous allez avoir besoin de vous ouvrir. Et donc, nous sommes tous ambivalents, bien entendu. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier à quel moment je suis introverti, à quel moment je suis extraverti. Et qu'est-ce qui fait que je bascule d'un état, finalement, à un autre. C'est pas anormal, c'est normal, au contraire, mais c'est de pouvoir l'identifier. Et c'est comme ça, je pense que s'il y en a qui ont des enfants, quand vous savez que votre enfant est plutôt de nature joyeuse, plutôt porté ouvert vers les autres, dès que vous allez le voir un peu plus renfermé sur lui-même, à l'écart, vous allez vous dire, il y a peut-être un problème. Voilà, donc, et c'est pareil dans l'autre sens. Vous avez un enfant qui est très introverti et qui va manifester une grande extraversion. Dans ces cas-là, vous allez vous dire, ah, là, il y a peut-être quelque chose qui le dérange, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas à son niveau. Et cette nature, vous pouvez aussi l'avoir en milieu professionnel. Vous avez des personnes qui sont très introverties de nature, et puis tout d'un coup, elles deviennent extraverties. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle s'est levée du pied gauche? Est-ce qu'elle va bien? Et à l'inverse, quelqu'un qui est très extraverti, qui a tendance à beaucoup vous parler, qui n'a pas de mal à vous dire les choses, et puis tout d'un coup, s'arrête totalement de parler, dites-vous qu'il y a... Là, c'est une intuition, hein, c'est l'intuition qui va parler. Vous allez vous dire, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avons donc en clé 2 ce qu'on appelle la nature. Extraverti, introverti,
avec l'ambiversion ou l'ambivalent, mais qu'à cela ne tienne, ça permet de savoir à quel moment on se situe, où est-ce qu'on se situe. Ensuite, la clé numéro 3, c'est comment vous percevez votre environnement. C'est la perception. Donc, on est toujours sur la perception. La perception de l'environnement peut être soit hostile, ça va être synonyme d'adverse, alarmant, attentatoire, défavorable. Et en général, le caractère d'environnement hostile renvoie à plusieurs niveaux, à plusieurs choses. À la fois, il peut être hostile physiquement, parce que, par exemple, je ne sais pas, vous rentrez dans une pièce qui est sombre et vous n'aimez pas le côté sombre. Généralement, vous allez le considérer comme étant un environnement hostile. Par contre, si vous rentrez dans une pièce, par exemple, où vous aimez le blanc, alors vous allez voir l'environnement comme étant amical. Donc, ça peut être physique, ça peut être chimique. Donc, je prends l'exemple, vous travaillez dans une usine qui produit des produits chimiques, finalement. Il est fort probable qu'à un moment donné, l'odeur, en fait, puisse être hostile pour vous. Ce n'est pas forcément définitif, mais ça peut créer une adverse. Il y a des personnes, par exemple, elles ne veulent pas rentrer dans un hôpital, elles ne veulent pas rentrer dans les hôpitaux ou dans les usines, parce que l'odeur qui en découle crée une pression, en fait. Ça crée une pression psychologique aussi. Physique, psychologique. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être de mauvais rapports, de mauvaises expériences qui vont faire finalement qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise. L'environnement hostile, en général, on n'est pas à l'aise, on est sur nos gardes, on regarde ce qui se passe, on est prêt en fait à partir au moindre mouvement. Par contre, l'environnement amical, en général, vous êtes plutôt détendu parce que c'est un environnement qui vous est affectueux, aimable, bienveillant, chaleureux, et en général, vous n'avez pas de problème avec cet environnement, vous êtes à l'aise. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez par exemple votre bureau comme un environnement hostile ou amical? Est-ce que votre entreprise peut être considérée comme étant un environnement hostile et amical? Encore une fois, ce n'est pas forcément le physique, ça peut être le verbal. Par exemple, une jeune femme qui est souvent soumise à une agression verbale dans son entreprise considérera son lieu de travail comme un environnement hostile, ce qui va la conduire finalement à peut-être une dépression, un burn-out, etc. Et finalement, vous allez perdre un élément qui peut être très bon, mais qui, du fait qu'elle a subi un événement stressant, traumatisant, fait qu'elle n'est plus à l'aise dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et donc, c'est important de se poser la question à un moment donné, est-ce que autour de moi, est-ce que moi, je me sens bien dans l'environnement où je suis? Est-ce que les autres se sentent bien dans l'environnement? Et est-ce pour pouvoir savoir si oui ou non on peut avancer? Donc ça, c'était l'environnement hostile et amical. La clé numéro 4, c'est finalement l'attitude comportementale. Donc, face à une situation, nous avons ce que nous pensons, nous avons nos émotions, ce que nous ressentons, et nous avons notre comportement, ce que nous faisons. Dans une situation, on peut ressentir quelque chose, penser quelque chose, et agir selon le ressenti et la pensée. Mais il y a aussi une autre possibilité. Vous pouvez ressentir quelque chose, vous pouvez penser à cette même chose et vous pouvez agir en totale opposition avec vos émotions et votre pensée. Je vais venir à un exemple, bien entendu. Et à l'inverse, vous pouvez aussi avoir une émotion contraire à une pensée. Et là, dans ces cas-là, le comportement peut ne pas être très clair pour les gens, mais ça veut dire que vous êtes en train, il y a une opposition très claire. Je vous prends un exemple. Vous avez dans votre équipe une personne qui finalement vous fait une remarque désagréable. Donc, 3 possibilités. La première émotion, la remarque désagréable, vous met mal à l'aise. Ensuite, vous pouvez penser, attends que je vais trouver un moyen pour te rendre l'appareil. Et vous pouvez avoir le comportement qui va avec, bien entendu. Vous allez réagir tout de suite. Ça, c'est la première des choses. Vous avez une émotion, vous avez une pensée et vous agissez en conséquence. Vous pouvez ensuite, deuxième cas de figure, vous pouvez avoir l'émotion que vous êtes, donc désagréable, déçu, frustré, peu importe. Vous pouvez vous dire, OK,
j'ai peut-être senti que je suis frustrée, que je suis mal à l'aise, etc. Mais je n'ai pas envie de laisser cours. Je n'ai pas envie de donner, de laisser matière. Donc, je stoppe mon comportement et j'évite d'avoir un comportement finalement néfaste vis-à-vis de cette situation. Je prendrai le temps de discuter avec cette personne pour voir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui ne va pas. Et enfin, bien sûr, la troisième émotion, où vous avez finalement une émotion et un ressenti et une pensée qui vont en accord, mais vous choisissez de ne pas agir. Je vous prends un exemple concret. Vous avez quelqu'un qui vous a fait une crasse, vous pensez qu'elle mérite, par exemple, d'être punie, mais au lieu de ça, vous dites, OK, je lui accorde le bénéfice du doute, je veux quand même lui laisser l'opportunité de se racheter. C'est une possibilité. Ce n'est pas absolu, c'est une possibilité. Et vous voyez qu'il y a plusieurs cas de figure. Et face à nous, des fois, nous avons des personnes justement qui sont face à ce dilemme. Ils ont une émotion, ils ont une pensée et ils ont un comportement. Et des fois, on ne les comprend pas. Et donc, l'idée, c'est l'attitude comportementale, en fait. L'analyse comportementale permet de comprendre l'origine du comportement. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que surtout, comment est-ce qu'on fonctionne? Pourquoi? Monsieur Souyibu Moulamba Diakité nous disait l'attitude comportementale d'une personne trahit très souvent la façon dont se comporte son mental. Cela signifie que l'action que je mène, l'attitude que j'ai, trahit très souvent mon mental. Si dans mon mental, les choses ne sont pas claires, il est fort probable qu'à un moment donné, finalement, mon attitude ne sera pas en accord. Mais si par contre, je mesure ce que je dis, je mesure ce que je pense, je maîtrise mes émotions, alors mon attitude sera probablement positive vis-à-vis de mon équipe. Et en fait, l'analyse comportementale nous permet de voir que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais nous voyons les choses telles que nous sommes. Cela sous-entend que ce n'est pas parce que vous voyez les choses d'une certaine manière que vous avez l'absolue vérité. Tout comme ce n'est pas parce qu'une autre personne a une autre vision qu'elle a l'absolue vérité. Parce que ce que l'homme appelle vérité, c'est toujours sa vérité, c'est-à-dire l'aspect sous lequel elle va voir les choses. On voit sur l'image qu'il y en a un qui dit qu'il voit un 4, il y en a un autre qui voit un 3. Aucun des deux n'a tort. Chacun a sa perception. Chacun voit de son côté avec ses réalités, voit avec la manière dont il est positionné. On voit aussi l'exemple des fois qui est partagé avec le 6 et le 9 qui sont dans les deux sens. L'un qui dit « moi je vois 6 », l'autre qui dit « je vois 9 ». Aucun des deux n'a tort. Chacun est dans son bon droit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau professionnel, au niveau personnel aussi, nous avons toujours une perception qui est de notre côté. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir se positionner face à l'autre. Comment est-ce que l'autre pense? Comment est-ce que l'autre... Pourquoi est-ce qu'il en arrive à cette conclusion? Ou qu'est-ce qui a fait que finalement, il en est arrivé là? On arrive donc finalement, véritablement, aux couleurs du disque, puisque je vais vous expliquer après. Donc, le disque, avec 4 couleurs, D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour conformiste. Et le rouge renvoie à tout ce qui est en général la passion, la rose, le feu, l'amour, le sang, une certaine audace, une détermination. Le jaune, ça va être la vitalité, avec un rappel au poussin, au soleil, qui fait référence à plutôt une fraîcheur, un dynamisme et une douceur. Et le jaune est plutôt vu comme quelque chose, comme une couleur de communication et d'optimisme. Le vert va renvoyer bien sûr à la nature, avec les feuilles, les herbes, donc tout ce qui a trait bien sûr à la nature, et va plutôt être considéré comme quelque chose de tranquille, tranquillisant ou d'apaisant. Voilà, on renvoie à la tranquillité ou au côté apaisant. Le bleu, lui, va être plus en profondeur. On le voit avec le ciel et l'océan, on peut présumer le début, mais pas forcément la fin. Le ciel et l'océan sont d'une profondeur qu'on ne peut pas vraiment, on peut mesurer, mais pas à vue d'œil en tout cas. Ensuite, et le bleu fait référence à tout ce qui est vérité, autorité, objectivité, et qui va finalement renvoyer à tout ce qui est fait. Donc ça, c'est les couleurs, puisque le disque,
s'appuie sur les couleurs, les 4 couleurs, rouge, jaune, bleu, vert. Et les profils disques permettent d'avoir des personnes donc, qui vont être orientées tâches parce qu'ils vont percevoir leur environnement comme étant hostile. Ils vont avoir intérêt à plutôt s'attarder sur les tâches, les faits, les objectifs. A contrario, ceux qui vont percevoir l'environnement comme étant amical vont plutôt voir les personnes. Ça, c'est les 2 dichotomies, en haut et en bas. Donc, le consciencieux et le dominant sont plutôt sur une perception de l'environnement hostile avec une orientation tâche. Par contre, le stable et l'influent, eux, sont plutôt sur une perception d'environnement amical, orienté vers les personnes. Donc ça, c'est un découpage horizontal. En découpage vertical, nous avons les personnes qui vont être d'une nature extravertie, donc c'est le cas du dominant et de l'influent, en opposition à ceux qui sont introvertis, donc le consciencieux et le stable. Et on voit que chaque couleur a son action favorite, son action de prédilection. Le dominant, lui, il va chercher à maîtriser les choses. L'influent va chercher à pousser, par contre. Le stable, lui, va chercher à aider les personnes et le consciencieux va chercher à évaluer les résultats, les faits, etc. pour s'assurer que, finalement, tout correspond à ce qu'on lui a donné comme instruction. Les forces et les limites de chacun de ces profils, le dominant, lui, qui aime maîtriser, bien sûr, il va être rapide, donc c'est un atout, mais par contre, il va être très impatient. Il a besoin d'être tout le temps challengé. Il peut mener plusieurs projets à la fois, mais il aime quand ça va vite. Donc, en général, un dominant, vous ne pouvez pas lui dire on va y aller étape par étape. Lui, non. Il faut lui donner des challenges, il faut lui donner des objectifs à atteindre très rapidement. Un influent, lui, par contre, lui qui aime pousser, il va prendre des décisions très rapides. Il aime beaucoup la nouveauté, mais il a un problème pour gérer son temps. Donc, ça va être une limite pour lui. Vous allez le voir dans beaucoup de choses, mais comme il ne sait pas gérer son temps, bah, il est fort probable que vous ayez besoin à chaque fois de le ramener à la raison en lui disant « Attention, tu n'as pas fini » ou autre chose. Le stable, lui qui aime aider, alors lui, il aime finir ce qu'il commence. Il préfère traiter un seul sujet à la fois et il n'agit absolument pas dans l'urgence. Donc, le stable n'est pas quelqu'un à l'opposé, par exemple, du dominant, qu'il faut aller très vite. Non. Un stable, on va lui donner un travail qui va permettre justement qui va finir une bonne fois. Un stable, on ne va pas lui donner des objectifs quantitatifs, on va plutôt lui donner des objectifs qualitatifs. Parce que lui, il va vouloir prendre son temps pour faire la chose, il va vouloir vraiment traiter un seul sujet. Si vous lui en donnez trop, il risque d'être tout simplement paralysé. Il va pas avancer. Il ne saura pas où aller, il ne saura pas quoi faire, il sera perdu totalement. Le consciencieux, lui qui aime évaluer, lui, il prend son temps pour réfléchir. Et par contre, il peut s'enliser dans les détails. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il peut faire du surplace, en fait. Parce que, comme il a trop de détails, ben, il ne sait pas trop comment faire. Et donc, il y a besoin de temps en temps de revenir en lui disant bah, « Oui, le détail est intéressant, mais il faut peut-être le laisser de côté. » Par contre, il a une capacité à distinguer l'urgent et l'important. Alors, voilà un petit peu comment se profile, en fait, se présente, en fait, un profil disque. Ce sont, en fait, ce qu'on appelle des combinaisons. C'est vrai que je vous ai présenté les 4 couleurs, mais nous ne sommes absolument pas une seule couleur. Nous sommes une combinaison de couleurs qui s'exerce au style naturel. Donc, ce qu'on appelle le style naturel, c'est ce que vous exprimez lorsque vous êtes chez vous, dans un environnement, voilà, même, on va dire, l'environnement amical, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes habitué, lorsque vous n'avez aucun souci ou aucun stress. Le style adapté, justement, c'est l'inverse. Ça va être souvent le côté travail, donc l'environnement de travail ou l'environnement social, si on aime trop être dans le social, et ou si l'environnement social représente une pression pour nous, alors dans ces cas-là, on aura le style adapté qui va s'exprimer.
Et comme vous voyez, par exemple, sur ce graphique que je vous ai présenté, au style naturel, la personne est plutôt influente, avec le côté vert aussi qui donc stable. Donc, on va dire que cette personne est plutôt orientée sur les personnes, considérant l'environnement comme étant amical. Elle va avoir un certain côté dominant, mais voilà, plutôt modéré. Et elle va avoir le côté consciencieux, mais voilà, ça reste acceptable. Par contre, dès lors qu'elle est en situation de stress, on voit que là, son côté influent diminue totalement pour laisser augmenter finalement son côté bleu, donc le côté consciencieux, avec un petit peu de vert qui augmente et un petit peu de rouge, donc, et avec une petite diminution du rouge. Donc, ça veut dire que quand elle est en situation de stress, elle va vous demander des détails. Elle va vous demander un certain nombre de choses parce qu'elle veut s'assurer que là où elle ne va pas finalement dans le mur. Parce que autant le rouge, lui, va chercher à atteindre des objectifs, le jaune, lui, cherche à avoir des relations, le vert, lui, cherche à mettre en place une cohérence, un système qui va lui permettre de perdurer dans le temps, et le bleu, lui, va chercher à sécuriser son résultat, tout simplement. Et donc, on voit qu'en fonction, donc ça se présente en graphique, comme ça, et ça permet de savoir où se positionne la personne. Par exemple, là, sur le graphique, si on voit juste en bas, on voit que son style naturel, c'est qu'elle est plutôt un style solidaire et persuasif. Et quand elle est en situation de stress, la personne devient très analytique. Et donc, c'est d'identifier qu'est-ce qui fait que cette personne qu'est-ce qui fait qu'elle bascule d'un état à un autre, en fait. Voilà, donc ça, ce sont les possibilités qui existent. Analytique affirmé, affirmé, affirmé persuasif, persuasif, solidaire et persuasif, solidaire, solidaire analytique et simplement analytique. Voilà un petit peu les combinaisons. Donc, je rappelle que nous ne sommes pas une seule couleur. Dans le langage habituel, on a tendance à se dire « oui, tu es jaune, tu es vert, tu es bleu », mais ce n'est pas exactement ça. On a des tendances et qui peuvent évoluer. Je tiens à le préciser parce que personnellement, j'ai eu à le faire. Et autant, à un moment donné, j'avais un certain graphisme, peut-être 6 à 12 mois après avoir suivi des temps de renforcement de capacité, de renforcement aussi bien du coaching ou de l'accompagnement, etc. À partir du moment, certaines variantes ont bougé, tout simplement parce qu'on m'a aidé à faire évoluer ma perception et de ne plus rester sur ce que je savais ou ce que je pensais. Et donc, la méthode, en fait, va vous permettre de faire la différence en tant que professionnel dans votre gestion individuelle, dans votre gestion collective, pour une orientation, alors on a dit orientation, cursus, un métier, une activité, dans les domaines de RH, l'administration et les finances, le management, la production, le marketing, la communication. Ça, en fait, c'est un outil à 360 degrés parce qu'il vous permet, vous, de vous positionner, mais aussi de comprendre les personnes qui sont autour de vous, de comprendre les personnes qui composent votre équipe ou qui composent votre environnement, et aussi de comprendre dans quel état d'esprit vous allez vous positionner ou dans quel état d'esprit vous devez vous repositionner ou vous positionner si vous changez totalement d'état d'esprit. Ensuite, les apports du 10 dans votre quotidien, c'est à la fois en tant qu'entrepreneur, par exemple, un travailleur, un parent, un partenaire. Ça va vous permettre, comme je l'ai dit, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre qui vous êtes, de mieux appréhender vos besoins, de vous appuyer sur vos forces et de trouver des palliatifs pour les faiblesses ou les limites. Je vous prends un exemple très, très palpable. C'est vrai que quand on a une dominante jaune, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut s'éparpiller et aller dans tous les sens. À partir du moment où on le sait, on va commencer à mettre en place soit une organisation qui va nous permettre justement d'éviter de déborder, soit on va mettre à côté, on va s'équiper, entre guillemets, on va avoir une équipe qui va être autour de nous, qui va pouvoir nous rappeler finalement au moment où on a des limites. Par exemple, moi j'ai des assistantes, je leur dis, voilà, là vous savez que je pars dans tel truc, faites-moi un rappel sur tel sujet pour qu'on puisse en reparler, parce qu'effectivement, comme je peux aimer la nouveauté, je peux très vite passer sur des détails alors qu'elles en ont besoin. Et donc, l'idée, c'est, vous êtes mes assistantes, vous devez me rappeler à un moment donné, vous devez aussi m'aider à
revenir vers vous pour vous donner les éléments. Et donc, à partir du moment où je comprends mieux leurs besoins, je sais que certaines ont besoin de détails, de précision, de prendre du temps pour discuter, ben, je vais créer ce temps-là. C'est-à-dire, je vais leur dire, OK, à ce moment-là, chaque semaine, tous les vendredis, on prend un temps, on discute, qu'est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes, etc., etc. Ce qui permet, en fait, elles ont ce temps-là qui leur est nécessaire. Moi, je sais que ma limite, c'était de partir dans tous les sens, mais comme je me suis organisée, je leur ai accordé ce temps, j'ai répondu à leurs besoins, j'ai répondu à leurs attentes pour qu'elles aussi, elles répondent à mes attentes et à mes besoins. Mais c'est un échange. Je me suis d'abord mis à leur niveau pour ensuite pour ensuite pouvoir obtenir ce que je veux. Ça permet donc une meilleure communication, une meilleure interaction et finalement plus de performance. Parce qu'à partir du moment où vous comprenez bien les personnes qui sont autour de vous, à partir du moment où vous comprenez bien les personnes qui composent votre équipe, il vous est plus facile de communiquer comme il faut, d'interagir comme il faut et d'atteindre les objectifs peut-être que vous vous fixez, ou que individuellement, mais aussi collectivement, bien sûr. Juste pour préciser le DISC, ce qu'on appelle le DISC et force motrice, donc de Assessment 7, s'appuie sur à peu près 7 millions de profils, 14 langues, 20 ans d'expérience, une collaboration bien sûr privilégiée avec le premier réseau de coachs professionnels, 820 coachs répartis entre 88 pays, un algorithme qui est testé tous les 5 ans par un organisme indépendant reconnu. Et le DISC peut être fait seul, c'est-à-dire que vous exigez à avoir votre rapport DISC, ou on peut l'associer avec les forces motrices et le mettre en profil, soit vente, soit communication, soit leadership, selon votre besoin. Je prends un exemple, un commercial, on ne va pas le mettre en communication, en leadership, on va plutôt le mettre sur la vente, parce que l'objectif, c'est d'identifier quelles sont les limites en tant que commercial. Mais si votre besoin, c'est si vous avez un poste qui nécessite beaucoup de communication ou beaucoup de leadership, alors on va l'orienter en fonction communication leadership. Ça dépend de votre besoin, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà, le DISC s'adapte à tous les niveaux. Moi, je l'utilise pour l'accompagnement de mes clients ou même de mes prestataires. Certains prestataires, on fait entre guillemets un échange de bons procédés et ça me permet de savoir qui j'ai en face de moi. Lui aussi, au fur et à mesure que je discute, il peut me comprendre et il peut mieux répondre aussi à mes besoins. Alors, j'aimerais, pour illustrer un petit peu tout ça, vous montrer en fait une vidéo qui illustre très bien sur le thème de l'écologie au bureau. Ça n'a rien à voir avec la RSE, mais ça permet véritablement de voir comment est-ce que chacun perçoit, par exemple, l'écologie. Donc, je vais basculer. Voilà. L'écologie au bureau. Voilà, donc je vais vous le mettre. La direction m'a chargé de mettre en place des actions écologiques au sein de l'entreprise. Madame Yona, la vidéo n'a pas de son. On a du mal à écouter ce qui se dit. Pardon? La vidéo n'a pas de son. Vous n'avez pas de son? Non. Oups. Alors, attendez. Pourtant, moi, j'en ai. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas. Est-ce que c'est bien ça? Là, on entend ou pas? Non, toujours pas. Je ne sais pas trop.
Partager l'audio. Voilà, c'est peut-être ça. La direction m'a chargé de mettre en place des actions écologiques au sein de l'entreprise et elle m'a nommé responsable environnemental. Je vous ai donc convié à cette réunion pour trouver des idées Là, c'est bon. pour diminuer notre C'est impact bon. écologique au travail. Merci d'avoir répondu présent. Bah, tu m'étonnes, c'est le boss qui m'a obligé à venir. D'ailleurs, c'est une perte de temps, l'éco-machin. Je vois pas ce qu'on va pouvoir améliorer. Bah, demande à ton 4x4 sur le parking, il pourra certainement te le dire, lui. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce que comme ça, on va se voir plusieurs fois pour en discuter, et on pourra boire un verre ensemble. Ça tombe bien, je me suis renseigné sur le sujet et j'ai quelques statistiques à vous soumettre. Bon, alors du coup, je propose qu'on échange sur le sujet, chacun notre tour. Oui, Bernard, je t'en prie. Merci Virginie. Savez-vous que selon l'ADEME, 25% des émissions de gaz à effet de serre émises par le numérique seraient dues au data center? Merci Bernard. Je propose que pour réduire notre consommation, nous pouvons casser, trier nos mails et aussi éliminer nos spams. Nous pouvons aussi cibler nos interlocuteurs et limiter l'envoi de pièces jointes par email, par exemple. Ou bien, on envoie nos mails par pigeon voyageur et on écrit tout à la main à l'encre bio recyclable. Ouais, donc en gros, on revient au Moyen-Âge, quoi. Et on écrit à la plume. Autre statistique, 12 mégatonnes de CO2 seraient émises à cause des déplacements reliés aux activités de bureau. J'en déduis donc que 2 jours de travail par semaine au bureau, ça fait donc 800 kg de CO2 émises par personne par an. Ah oui, alors les déplacements ont un gros impact écologique. Donc je propose aussi que l'on fasse du covoiturage pour ne pas être seul dans sa voiture, utiliser les transports en commun et le vélo. Comme ça, on profite de la nature. Et puis, on peut tous se mettre à la course à pied ou au vélo. Et Roger, vu qu'on habite juste à côté, eh bien, on fera du vélo à deux, du tandem, tu vois, du vélo à deux. Ah bah non, ça va pas être possible. Ah, je viens juste d'investir dans un jet privé. Toujours selon l'ADEME, 140 kg de déchets par année sont causés par un employé venant du secteur tertiaire. Et dans ces déchets, il y a 3/4 de papier. On pourrait justement imprimer en recto verso et plutôt que d'avoir des gobelets à usage unique, utiliser un mug. Et puis on peut se faire notre propre papier recyclé et fabriquer nous-mêmes nos mugs. J'ai vu des tutos en do it yourself. Ou alors même, on boit plus de café, on boit juste de l'eau. Bah, ce que je propose, c'est qu'on boive plus, qu'on mange plus, et puis qu'on bouge plus. Bah, comme ça, plus de déchets. Ah, puis Roger, je l'avais pas vu, il y a un astérix. Ça va être fait sous forme de challenge avec une prime pour ceux qui proposent la meilleure idée. Bah voilà, fallait démarrer par ça. Bon, on s'y met. Vous avez... Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Alors, je vais arrêter d'ailleurs le partage parce que je pense avoir fini. Hop. Partager. Voilà. Donc, l'idée, en fait, voilà. Donc, la vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est sur l'écologie. Mais on peut faire le même type de vidéo, le même raisonnement finalement de la RSE. Pour identifier comment est-ce que vous percevez la RSE, comment est-ce que votre direction perçoit la RSE, comment est-ce que votre service perçoit la RSE, comment est-ce que vos collègues perçoivent votre RSE. Est-ce que c'est plutôt dans le style, bon, j'ai trop de travail, c'est quoi l'objectif, je gagne quoi finalement dedans? Est-ce que c'est plutôt, si on travaille en équipe, ouais, je veux bien m'engager, ou super, on va construire un super système d'entraide qui va permettre à chacun de contribuer, ou bien, le dernier cas, oui, mais il va falloir mettre les procédures, ou alors savoir qu'est-ce qu'on veut, etc. Voilà. Dans le chat, dites-moi, quelle est plutôt votre position, ou quelle est la position des personnes qui vous entourent? Est-ce que c'est plutôt j'ai trop de travail? Est-ce que c'est plutôt on travaille en équipe, plutôt de l'entraide, ou un besoin en procédure? Travail en équipe, très bien. N'hésitez pas. Bon. Après, c'est vrai que des fois, on a besoin d'un peu de temps mais, pour identifier, mais qu'à cela ne tienne. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai envie aussi de vous poser des questions, toujours dans l'idée de réflexion. De quoi a besoin votre direction pour s'impliquer dans une démarche RSE? Est-ce que votre directeur a besoin finalement que vous lui montriez les résultats? Est-ce qu'il a besoin peut-être que vous sécurisiez son résultat? Est-ce qu'il a besoin que vous lui expliquiez le système dans lequel il s'embarque et lui démontrer que finalement ça va être bon pour l'entreprise?
Est-ce qu'il a besoin de travailler en équipe? Ça peut être la direction, ça peut être votre responsable, ça peut être, voilà, il y a plusieurs niveaux, hein. Ensuite, quelles sont les attentes de vos collègues dans votre service pour s'impliquer dans une démarche RSE? Est-ce que ça va être le résultat? Est-ce que ça va être travailler en équipe? Donc, vous avez répondu. Est-ce que ça va être finalement de mettre en place un système qui perdurera après soi? Ou est-ce que c'est répondre à des procédures, s'assurer que finalement, tous les détails sont clairs? Et derrière, de quoi ai-je besoin pour m'engager davantage dans une telle démarche? Est-ce que c'est le personnel qu'il faut? Est-ce que j'ai les bonnes personnes autour de moi pour comprendre et pouvoir véritablement faire de cette démarche un outil de performance? Donc, la démarche RSE avec votre gestion des ressources humaines, un outil de performance pour vos résultats, etc. Donc, moi, j'ai fini la présentation et je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup, Madame Yola, pour ce brillant exposé, très enrichissant. Je pense que chacun peut déjà se retrouver à son niveau, disons de savoir à quelle couleur correspond sa personnalité. Et justement, en parlant des couleurs, j'ai une question du docteur Diakité. Lui, Oui. il demande, est-ce qu'une personne peut avoir 2 couleurs? Alors, si on revient sur le graphe, donc, vous le voyez là, le graphe, c'est bon? Oui. Comme vous voyez, en fait, une personne a la combinaison des 4 couleurs. Inévitablement, les 4 couleurs s'expriment en nous à des niveaux différents. Après, il y a ce qu'on appelle des dominantes, des couleurs dominantes qui, derrière, vont s'exprimer et exprimer notre comportement, finalement, vont traduire notre comportement. D'accord? Donc, comme sur l'exemple, par exemple, sur l'exemple que je vous ai donné, le graphique, le jaune va être plus porté sur la collaboration. S'il y a une collaboration, alors dans ces cas-là, il va s'engager naturellement. S'il y a la mise en place d'un système avec des valeurs, etc., portées sur une personne, donc cette personne, s'il y a des personnes autour d'elle, elle va travailler plus naturellement. Voilà, donc on n'est pas 2 couleurs, on n'est pas une couleur, on est la combinaison des 4 couleurs qui s'expriment en fonction de l'état dans lequel, de la perception de l'environnement dans lequel on se trouve. Si vous êtes en situation de stress, les couleurs qui vont s'exprimer ne seront pas les mêmes que lorsque vous êtes en situation à l'état naturel. D'où l'intérêt de ce test, finalement, c'est de découvrir à quel moment ça s'exprime, à quel moment ça parle, en fait. Oui, j'espère que Monsieur Dr Diakité a été satisfait de la réponse. On a une deuxième question. Existe-t-il d'autres tests de personnalité en dehors du disque qui soient également un outil RSE utile au GRH? Bon, je suppose qu'il y a d'autres tests, mais l'analyse comportementale, disque et force motrice a cet avantage, c'est de pouvoir s'adapter justement à tous les professionnels, quels qu'ils soient. Je ne connais pas tous, donc moi je parlerai de ce que je sais, ce que je connais. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de me positionner, c'est parce que justement, ce test me permet cette méthode me permet à titre personnel et professionnel de savoir me positionner, de savoir positionner mes interlocuteurs. C'est ça le plus important en fait avec le test DISC, c'est d'identifier un mode de communication qui permette de se comprendre. Donc, je suppose qu'il en existe. Mais moi, celui que je connais et celui que je maîtrise et celui que j'applique parce que j'en suis convaincue, c'est le disque. Et on a souvent des travaux qui permettent, une fois qu'on a fait le test, régulièrement, on peut refaire, moi je sais que j'organise, en tout cas ça fait partie des choses qu'on va mettre en place pour appliquer la chose. Parce qu'on peut utiliser le disque pour toutes les thématiques, la gestion du temps. Là, on a vu l'écologie. On voit la RSE, on voit la gestion des ressources humaines. Ça peut s'appliquer à tous les domaines, à toute question. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Oui.
Est-ce que la maîtrise de la méthode DISC ne peut-elle pas influencer le recrutement d'un potentiel collaborateur au sein d'une entreprise? Alors, la méthode DISC peut vous aider à identifier de qui vous avez besoin et de qui vous n'avez pas besoin. Je vous prends un exemple très concret. Si vous avez besoin, par exemple, de quelqu'un d'un commercial qui soit très axé sur les résultats, alors quand vous allez faire la méthode, vous allez passer comme vous connaissez la méthode DISC, vous êtes formé, etc., ça va vous permettre d'identifier au travers des questions, au travers du raisonnement, au travers même des paroles, d'identifier, cette personne, ok, elle a ce côté rouge dont j'ai besoin, donc le côté dominant. Par contre, elle a un côté, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple tout bête, elle a un côté trop vert. Ça veut dire elle risque d'attendre un certain nombre d'instructions, elle risque de ne pas pouvoir courir après plusieurs clients. Or, moi, j'ai besoin d'un conquérant à la tête de mon service commercial. Donc, forcément, si j'ai besoin d'un conquérant à la tête d'un service commercial, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va aimer le contact des gens. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui soit là à analyser juste les faits ou à rester… Non. Donc, du coup, le DISC vous permet d'identifier qui vous pouvez avoir à vos côtés et qui vous devez éviter. Je vous prends un exemple concret. Là, dans mon équipe, je travaille avec plusieurs types de différentes personnes. Elles ont chacune leur profil et en fonction, je les observe. Je les ai recrutées volontairement quand je les ai prises. On a discuté au cours de la discussion. Je sais que celle-là, elle va être très méticuleuse. Ok, ça veut dire que je peux la positionner sur une mission qui va me nécessiter d'avoir besoin de ces détails. Par contre, j'ai quelqu'un qui est plus dans l'action, mais qui n'aime pas trop les détails. Ok, je vais la prendre et ça veut dire que je vais en faire une combinaison et je vais faire une équipe. Ce qui fait que là où la limite de l'une va commencera la force de l'autre. Et ça me permet de créer une équipe gagnante, une équipe qui va me permettre demain de pouvoir m'appuyer sur les deux forces et finalement de propulser les actions que je veux mener. Merci beaucoup pour ces réponses. On a une troisième question. Oui. Le participant demande, pensez-vous qu'il soit facile d'appliquer au service GRH une analyse DISC dans un contexte africain? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez demandé? Pensez-vous qu'il soit facile d'appliquer au service de gestion des ressources humaines une analyse DISC dans un contexte africain? Oui. Et puisqu'elle est africaine. Et puisqu'elle est… Oui, dans le contexte africain, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas anodin. C'est important que chacun puisse savoir qui il a en face de lui et de comprendre. Et d'où l'intérêt finalement on est toujours à la recherche de l'amélioration continue. On est toujours à la recherche de pouvoir faire mieux, de pouvoir être mieux outillé. Aujourd'hui, je ne suis pas certifiée depuis la France, je suis certifiée depuis Dakar. Mon centre de certification, c'est Dakar, parce que y a d'autres Africains comme nous, qui ont choisi en fait d'utiliser la méthode DISC dans leur démarche au quotidien, dans leur accompagnement. J'ai quelqu'un qui utilise la méthode DISC dans l'accompagnement en lien avec qui utilise la méthode DISC dans tout ce qui est action commerciale. Moi, je l'utilise plus orienté sur la partie orientation, ressources humaines, parce que ça me parle, mais c'est à chacun de s'approprier l'outil pour pouvoir utiliser et pouvoir performer dans ses objectifs, en fait. Donc, le contexte africain n'est pas évident, parce que c'est vrai que certains nous regardent, nous disent « oui, vous êtes en train de faire vous êtes un peu comme des magiciens ». Non, on n'est pas magiciens. Mais par contre, après, oui, c'est notre travail de convaincre, d'essayer d'aller voir les gens et de leur expliquer. Et puis, quand à un moment donné, on arrive à vraiment déceler les personnes qu'il faut autour de nous, ça convainc les gens autour de nous parce qu'ils disent oui, tu as bien choisi la bonne personne, elle matche bien et voilà, ton équipe correspond à ce dont tu as besoin. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de quoi dans votre équipe? Et est-ce que actuellement,
vous êtes en mesure de le faire sans la méthode DISC, oui ou non? Pas forcément. Il y a des choses où on n'est pas au courant. Par exemple, tout à l'heure, je disais, j'ai l'impression d'être plus bleu et vert. C'est possible, mais c'est possible aussi que le test dénote autre chose, en fait. Parce que personnellement, quand moi, j'ai commencé le test DISC, je me disais, ouais, j'avais le jaune et le bleu. Ben non, en fait, c'était pas du tout ça. J'avais le jaune, ouais, mais j'avais pas du tout le bleu, n'était pas une de mes dominantes. C'était une autre couleur. Je crois que c'était le bleu. Je crois qu'on était à peu près sur ça, le vert et le rouge qui étaient en dominant. Donc ça dépend. Donc oui, c'est un défi pour nous. Merci, Madame Yola. J'ai eu une dernière question. Oui. Comment une entreprise peut utiliser les profils de chaque collaborateur pour mettre en place une démarche RSE? Ben, en identifiant en fait chaque profil qu'il a dans son équipe, ça va lui permettre en fait de savoir qui il positionne à quel niveau dans la démarche RSE. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, si vous avez besoin de quelqu'un qui est orienté sur les objectifs dans votre RSE, vous allez le mettre à un certain niveau. Donc, ça va vous permettre de composer une équipe, finalement, qui va pouvoir, par ses forces, vous amener à déployer plus facilement la RSE. Pourquoi? Parce que, finalement, chacun a besoin de se retrouver dans l'objectif, dans l'objet ou la mission que vous lui confiez. Mais chacun a ses besoins. Il y en a qui vont avoir besoin de temps pour agir et d'agir plutôt en ce qu'on appelle en backup, donc faire le travail de fond, faire le travail de recherche, ou bien faire un travail très détaillé sur l'analyse, etc., etc. Et il y en a d'autres qui vont devoir aller à la prospection, à aller convaincre autour de soi. Si vous prenez quelqu'un qui est, je prends un exemple très bleu, très vert, pour aller communiquer autour de la question RSE, il est possible qu'à un moment donné, il se sente, comment je peux dire, pas limité, mais un peu mal à l'aise. Et l'avantage, c'est qu'en lui mettant à côté de lui quelqu'un qui va être très à l'aise, ouvert, etc., il va y avoir ce matchage. Ça veut dire que la personne qui va être très communicante va aborder les questions générales et la personne qui va être axée sur les détails va pouvoir compléter ce qu'elle va dire. Donc, c'est tout simplement donner la possibilité à votre démarche RSE d'avoir une équipe qui pourra répondre à vos objectifs et de pouvoir identifier les personnes qui feront avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a d'autres besoins de précision? Non, ça va, j'ai compris. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions que les participants aimeraient poser à Madame Yola? Xena, je vais me permettre de poser une question. Alors, justement, ma question, elle va un petit peu dans le sens de la dernière question de Xena, en sachant qu'en mettant en place une démarche de responsabilité sociétale, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés, notamment les tableaux de bord, par exemple, avec les indicateurs de performance, pour pouvoir suivre et évaluer justement la démarche qui est mise en place. En sachant également que justement dans un contexte de gestion des ressources humaines, lorsqu'on élabore une politique de responsabilité sociétale, les parties prenantes qui sont considérées, ce ne sont pas seulement les parties prenantes internes, donc pas que les salariés, mais également les parties prenantes externes qui, au final, constitueront la sphère d'influence de l'entreprise, l'entreprise qui met en place la démarche. Et donc, est-ce qu'on peut dire que si on utilise l'outil DISC pour justement conduire, étant un des outils qui permettent de conduire cette démarche de responsabilité sociétale, est-il possible réellement de l'externaliser à toute la sphère d'influence de l'entreprise, toute la sphère d'influence qui est identifiée dans le cadre de la démarche RSE?
est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas trop complexe de devoir gérer? Parce que là, on a pris des exemples, vous avez pris des exemples sur les salariés, mais derrière, on va avoir les fournisseurs, il y aura les partenaires, il y aura les investisseurs, toute cette sphère d'influence de l'entreprise est également impliquée et doit être prise en compte par l'entreprise responsable. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on arrivera à devoir mettre en place des outils ou à créer peut-être des outils qui s'agrippent au disque pour pouvoir facilement suivre la performance de la démarche, ou bien à chaque fois, il va falloir faire des analyses comportementales au niveau des fournisseurs, au niveau des investisseurs, au niveau de toutes les parties prenantes. Enfin, je pense que ça serait intéressant de savoir un petit peu comment est-ce qu'on déploie justement l'analyse comportementale au même moment que la démarche RSE, tant au niveau des parties prenantes internes que les parties prenantes externes. Voilà, c'était ça ma question. Ok, alors, bon, il est clair que vous n'allez pas payer des tests disques à tout le monde ou bien des certifications, mais ce qu'il est possible en fait de faire, c'est que par exemple, le responsable RH soit au mieux formé à tout ce qui est disque. Donc, dans la formation, bien sûr, il y a le test, hein. Il y a le test, plus la formation, plus la restitution. Au pire, il pourra être aussi certifié. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre finalement d'acquérir les compétences nécessaires pour identifier les personnes qui seront en face de lui. Donc, on ne va pas faire passer un test aux fournisseurs ou aux prestataires. Par contre, vous allez identifier, en ayant été formé, en ayant passé le test, vous allez savoir où est-ce que vous vous situez et vous allez pouvoir situer les personnes qui sont en face de vous. Si vous avez en face de vous un chef d'entreprise qui ne regarde que les objectifs, ben, vous allez orienter votre exigence sur un objectif précis. Par contre, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de travailler en synergie ou autre, ben, vous allez voir comment déployer. Alors, je sais que ça peut être difficile, mais l'objectif, c'est plutôt de l'intégrer dans l'entreprise et de faire que la personne qui est en charge de la RSE puisse identifier toutes ces personnes qui sont en face de lui. C'est lui la première personne. C'est lui qui doit savoir comment est-ce qu'il doit aborder la question avec quelqu'un. Quand vous allez en prospection, vous n'abordez pas la question de la même manière selon le profil que vous avez en face de vous. Si vous avez quelqu'un qui est très à cheval sur l'heure, vous n'allez pas vous permettre d'être en retard, vous n'allez pas vous permettre de parler de détails de la vie de la personne. Par contre, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est très relationnel et tout, il va falloir le mettre en confiance. Il va falloir l'amener à pouvoir s'ouvrir. Et c'est à partir de ce moment-là que finalement, toute l'analyse comportementale a cet avantage, c'est que quand vous savez identifier qui est le profil en face de vous, vous savez finalement comment aborder la question ou comment fixer les objectifs ou comment fixer les termes de votre collaboration. Et d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes besoins. Je pense que même dans vos fournisseurs, en temps normal, vous savez que tel fournisseur a telle exigence, il est plutôt borderline ou il va dans tous les sens, donc je suis tout le temps obligée de le relancer. Mais dès lors que vous le savez, soit vous décidez de ne plus travailler avec lui, c'est aussi une possibilité parce que vous voulez quelqu'un de plus efficace, soit vous lui dites organise-toi autrement. Voilà. Ça peut être un moyen. Alors, sur la question, est-ce qu'on peut créer des outils qui vont permettre d'évaluer en termes RH, etc. Peut-être pas outils, mais il y a possibilité d'avoir en fait des petites grilles. En fait, à partir du moment où vous êtes formé, vous avez les mots qui viennent naturellement. Vous allez faire attention à l'audition, vous allez faire attention au comportement de la personne, à ce qu'elle va dire. Et ça se fait très intuitivement. C'est très intuitif. Donc, il n'y a pas forcément d'outils, mais il y a matière à pouvoir peut-être développer avec le client une méthode ou un besoin. Ça, c'est tout à fait possible. On peut envisager de faire quelque chose pour que ça facilite finalement. Mais on peut aussi sensibiliser les membres. Après, vous pouvez aussi sensibiliser les membres de votre équipe pour qu'eux aussi soient alertes, pour qu'eux aussi comprennent qui ils ont en face d'eux et qu'ils soient plus à même de pouvoir justement interagir. Voilà. Mais c'est valable pour la RSE, c'est valable pour la GRH, c'est valable pour le commercial également.
Merci. Merci, Madame Yola, pour toutes vos réponses, qui a été vraiment très satisfaisante pour tout le monde, j'espère. Merci d'avoir accepté d'être l'intervenant du jour. Nous tenons également à remercier tous les participants et à rappeler le thème qui a été souligné ce jour pour ce webinaire. Donc, Madame Yola a exposé sur le thème la méthode DISC, qui est une analyse comportementale comme outil de gestion des ressources humaines dans le cadre d'une démarche RSE. Nous avons tous compris que la RSE doit être une démarche commune, comprise, partagée et acceptée de tous afin d'imprégner les valeurs et la culture d'une entreprise. Alors, la méthode DISC vient alors en accompagnement pour permettre de mieux connaître la personne que nous avons en face de nous, pour pouvoir adapter sa communication verbale ou physique en fonction de son comportement, tenir compte de son avis sur les prises de décision et ainsi contribuer en même temps à la mise en place d'une démarche RSE au travers de la norme ISO 26000. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent une fois de plus à ce webinaire. Nous espérons vous revoir prochainement pour le prochain webinaire. Merci. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci.